Radioscopie. Monsieur X, Jacques Chancel. Monsieur X, vous avez choisi de garder l'anonymat. Vous êtes un des membres de la junte qui a dirigé le pays pendant 7 ans. Et même si vous n'avez pas agi en votre nom, vous êtes un des dictateurs. oui, c'est exact. J'espère que je n'aurai pas à parler de moi comme convenu, mais seulement du régime. C'est la première fois que je reçois un homme politique de ce genre, c'est pourquoi je m'intéresserai qu'au régime et non à vous, monsieur X. Très bien. Forcément, en France et ailleurs en Europe, votre régime questionne. Lorsque l'on sait qu'après la Seconde Guerre mondiale, le libéralisme triomphe dans quasiment toute la partie ouest de l'Europe. Il y avait encore des régimes autoritaires, traditionnalistes. En 1967, en Europe, avec notamment le Portugal et l'Espagne. On y reviendra. Mais ils étaient plutôt sur le déclin. C'est donc le 21 avril 1967 que la Grèce vient s'ajouter à cette liste des régimes autoritaires. Il y a 10 ans donc. Vous présentez la spécificité d'avoir établi une dictature militaire, chose assez méconnue pour nous les Européens. C'est plutôt un type de régime que l'on retrouve en Amérique latine, notamment avec la plus célèbre en Argentine sous Perón. Et les autres continents ne sont pas en reste. Sur la période 1945-1975, les 2 tiers des États du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord ont expérimenté l'intervention des militaires. Oui, en effet, c'est un régime inédit qui a vu le jour en Europe. L'Europe du XXe a connu des dictatures, à savoir l'Espagne et le Portugal, mais jamais vraiment de junte. En effet, en 1967, 2 autres dictatures animent l'Europe. Mais comment vous placez-vous par rapport à ces 2 dictatures? Alors, nous sommes assez proches dans la forme d'elles, mais assez éloignés sur le fond. Nous sommes évidemment des dictatures traditionnalistes, anti-modernistes. Cependant, nous les Grecs, nous n'avons pas vraiment de programme, nous ne faisons que proclamer l'ordre moral. Il n'y a pas non plus de culte du chef, contrairement à l'Espagne par exemple. Mais alors par quoi l'antimodernisme se caractérise-t-il en Grèce? Sur le versant économique tout d'abord. On a connu l'Allemagne ou l'Italie avec une économie très fermée, très orientée vers l'industrie militaire. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette économie des régimes fascistes? On a quand même une ouverture sur le monde par notre point stratégique. On considère que le commerce maritime nous est nécessaire. D'ailleurs, c'est en partie pour cela qu'à Athènes, nous avons augmenté le salaire des dockers. Je ne pense pas qu'en Allemagne, par exemple, le tourisme ait été vraiment développé sous le Troisième Reich. Chez nous, c'est une voie de développement importante. On a cherché à développer ce secteur-là. Donc il y avait un certain vecteur social dans votre économie. Oui, parce qu'il n'y a pas que les dockers. On a interdit les licenciements directement après le 21 avril. C'est en fait ce qui préoccupait la classe ouvrière. On n'a aucun mal à prendre des mesures pour favoriser les ouvriers lorsqu'il s'agit de faire tourner le pays. On arrive à voir la différence entre vous et l'économie des régimes fascistes, mais alors pour autant, est-ce que vous seriez plus proche des Britanniques? Ni complètement fermé sur le monde, ni complètement libre-échangiste. Nous n'avions pas hésité en fait à instaurer des mesures protectionnistes sur les produits agricoles, car l'économie grecque est fortement imbriquée, voire dépendante de l'agriculture. Il en allait d'une part du bon fonctionnement économique, mais aussi social. La survie du régime dépendait d'une certaine stabilité au sein de la classe paysanne. C'est pour cela justement qu'on a limité les importations des produits qui pouvaient concurrencer les produits agricoles grecs. Je vois, mais quelle politique économique alors vous caractérise? Je sais pas trop. Déjà, nous n'avions pas une formation économique très poussée. Cependant, nous avons réfléchi à un certain nombre de schémas, ce qui explique en fait les premières mesures. Je pense, après coup, que notre politique économique avait des caractéristiques communes avec le justicialisme de Péronne. Car en fait, on a soutenu les couches les plus défavorisées, à savoir la paysannerie et la classe ouvrière, sans pour autant agir aux dépens de la bourgeoisie nationaliste. Même si en 1973, on a vu après les limites de cette politique. On y reviendra après, au moment des contestations. Donc finalement, économiquement, si j'entends bien, vous êtes plutôt modéré si je vous écoute. Ni trop protectionniste, ni trop libéral. Notre intérêt se portait avant tout sur la manière d'accroître la richesse du pays. La preuve d'ailleurs, en 1973, le PNB a connu une augmentation annuelle de 10,1%. Oui, mais il faut rappeler qu'au début du régime, l'augmentation annuelle était de 4,5%, ce qui était bien inférieur à l'augmentation annuelle qu'il y avait sur la période 1960-1967. Une augmentation annuelle qui était en moyenne à 6,7%, je rappelle. Oui, mais vous le savez, c'est toujours un peu compliqué lorsqu'un nouveau régime se met en place de maintenir une certaine compétitivité.
Le début est difficile, mais il me semble qu'une croissance à deux chiffres, nombreux sont ceux qui en rêvent. De plus, je vous rappelle qu'en 73, il y a une crise économique. 10% de croissance, ça n'a rien de négligeable. Votre croissance à deux chiffres est très critiquable. Alors que votre inflation n'était que de 2% à votre arrivée, c'est une inflation annuelle de 30% que nous retrouvons en 1973. Ajoutons à cela un accroissement de la consommation qui ne permet pas à votre industrie de pourvoir à ses demandes. Conséquence de cela, une importation en hausse, mettant à mal la balance des paiements. Et une question, comment est-ce que vous aviez d'ailleurs couvert le déficit public de votre État? En empruntant. En empruntant, oui, et en 7 ans, vous avez quadruplé la dette du pays. De plus, vos emprunts étaient à des taux bien supérieurs de la normale. Oui, mais je le répète encore une fois, nous les généraux, nous n'avions pas forcément de formation économique très poussée. J'entends bien que vous n'avez pas été formé au préalable, mais alors, que faites-vous des entreprises nationales? L'entreprise publique qui gère l'électricité du pays, qui la commande? Alors là, c'était un ancien chef de l'état-major qui se mit en fait à diriger le fournisseur d'électricité. Mais en général, les entreprises nationales, elles furent gouvernées par des officiers. Je comprends, votre anti-modernisme ne se résume pas à un versant économique cependant. Comment cet anti-modernisme se caractérise-t-il dans votre manière de concevoir la politique? Oh, alors là, déjà, je dirais, dans le premier temps, par un non-respect des droits de l'homme. Au cours de la première semaine, la junte a emprisonné, torturé et exilé plus de 6000 opposants politiques présumés au nom de la protection de la Grèce contre le communisme. Mais n'y avait-il pas une constitution? Comment, d'un point de vue juridique, cela est-il possible? Justement, la Constitution possédait un plan de défense pour parer aux situations de crise. Ce plan, le plan Prométhée, nécessitait théoriquement l'accord du roi et du Premier ministre et nous a permis de quadriller le pays via des brigades territoriales. D'ailleurs, les Nord-Américains nous ont accusés d'être passés outre la Constitution. On y reviendra sur les Américains. Concentrons-nous sur les idéologies de votre régime. En ce qui s'agit de l'idéologie, nous avons tout d'abord levé l'interdiction de la peine de mort, nous avons aussi muselé la presse, sur les 13 journaux quotidiens qui avaient l'habitude de lire les Grecs, 7 sont censurés. On a aussi pris des mesures qui visaient à rétablir l'ordre moral, comme rallonger la jupe des filles, interdire les pièces de Sophocle, raccourcir les cheveux des garçons, instaurer un couvre-feu et arrêter tous les toxicomanes. En bref, les libertés démocratiques traditionnelles ont été suspendues. Pourquoi ce basculement autoritaire? En France, par exemple. Cela ne pose pas vraiment de problème que les garçons se laissent pousser les cheveux. Il y a peut-être une grille d'explication à nos actions. La plupart des officiers, comme moi, sont nés entre 1905 et 1925. Ils ont donc connu la Grèce occupée et une révolution sanglante menée par les communistes. Il y a, depuis ce moment-là de notre part, je pense, une volonté alors de rétablir un ordre moral qui s'effrite. Nous nous inscrivons en fait avant tout dans le courant traditionnaliste. Et du coup, je vous repose la même question. Qu'est-ce qui vous différencie d'un régime fasciste? Pour le coup, les régimes fascistes se sont toujours appuyés sur une formation de masse et un parti. Rien de tel en Grèce. Aussi, le régime s'est installé sans appui populaire, hormis l'armée. Nous n'avons pas de parti politique. Nous n'avons pas non plus une idéologie nationaliste aussi virulente que dans les régimes fascistes. Pas non plus une volonté de changer l'homme. Nous ne voulions pas créer un homme nouveau. Il y a en fait seulement cette volonté de conserver un ordre moral. Et avec les autres pays européens qui sont des démocraties, quelle a été votre place par rapport à eux? Tout d'abord, le Portugal, l'Espagne et nous témoignons à des degrés inégaux d'une dépendance caractéristique par rapport aux métropoles impérialistes, y compris notre centre dominant, les États-Unis. Dans les premières années du régime, les investissements américains prédominent, et les investissements en provenance de la France sont eux en seconde position. Quelle légitimité avez-vous par rapport à ces pays européens, sans parler des USA? Évidemment, la dictature n'a jamais été légitime aux yeux des Européens. Il y a toutefois une ambivalence. Certes, la Grèce comme le Portugal et l'Espagne ont été désignés comme infréquentables par les autres pays européens, mais des liens économiques et diplomatiques subsistent. Concernant par exemple la Grande-Bretagne et l'Allemagne, vous savez, ils ne sont pas vraiment opposés. Les colonels ont plutôt reçu en réalité un accueil chaleureux des ambassades britanniques et allemandes. Pourquoi les démocraties européennes maintiennent-elles ces liens du coup? Sous le prétexte de la guerre froide. Elles craignaient certainement que l'on parte vers Moscou. En fait, ils ne voulaient pas voir l'Europe du Sud basculer vers l'Est. Il y avait un slogan d'ailleurs de ces démocraties qui disait « ce sont des salauds, mais ce sont nos salauds ». Oui, la France par exemple. Oui, par leurs investissements importants, la France en fait était moins encline que d'autres pays, notamment la Scandinavie, à remettre en cause le régime. C'est vrai qu'après l'arrivée au pouvoir de Georges Pompidou en 69, la position s'infléchit nettement, l'heure est aux impératifs économiques. De nombreux contrats d'armement, par exemple des Mirage 3, Vedette et Egoza 7, chars AMX-30, sont conclus. C'est d'ailleurs avec les chars AMX-30 que l'on va réprimer la révolte de novembre 1973 à Polytechnique.
Et pourtant, paradoxalement, ils ont accueilli Karamanlis en France, qui s'opposa verbalement à la dictature. Comme vous savez, des intellectuels se mobiliseront en France contre notre régime, Sartre notamment. L'opinion publique ne nous était pas spécialement favorable. La venue du film Z, très critique à l'encontre de notre régime, en février 69, n'arrangea pas les choses. Il faut donc savoir faire la part des choses et différencier le gouvernement soumis à des impératifs économiques et d'un autre côté l'opinion publique. Oui, oui, on voit une relation relativement mitigée. Une opinion publique pas forcément favorable avec votre régime, mais un gouvernement assez coopératif. Est-ce qu'en Europe, il vous est arrivé de tomber sur des gouvernements qui étaient intolérables envers votre régime? Ah, les pays nordiques. Ces pays-là, contrairement aux autres pays européens, étaient dépourvus de liens économiques avec nous. D'où leur facilité à attaquer le régime. Et quelles ont été les conséquences? Et ben, dès le début, en septembre 1967, la Suède, la Norvège et le Danemark, rapidement rejoints par l'Islande et les Pays-Bas, saisissent la Commission européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire le Conseil de l'Europe, pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est à cause de cela qu'en 69, vous avez quitté le Conseil de l'Europe? Oui, il y a eu un vote, on aurait dû être exclu du Conseil de l'Europe. On a donc décidé de quitter le Conseil de l'Europe nous-mêmes, c'était écrit de toute façon. Oui, et la CEE, on vous a forcé aussi ou... Pour la CEE, c'est différent. La Grèce était en voie d'être acceptée, mais le dossier a finalement été rejeté au moment où nous sommes arrivés au pouvoir. En même temps, votre régime n'a pas été tendre, surtout lorsque vous avez mis en place ce dernier. Comment tout ça se matérialise-t-il d'ailleurs? Ah, bah là, je dirais premièrement qu'il faut de l'organisation. Tellement d'organisation que tout le monde dans le pays s'y attendait plus ou moins. D'ailleurs, un journal de gauche a même composé la veille: pourquoi n'y a-t-il pas eu encore de coup d'État? Et en quoi consiste cette organisation? Bah, elle se divise en deux phases. Le temps court, c'est-à-dire sur le moment même, et sur le temps plus long. Et comment ça s'est passé sur le temps court du coup? Le but est de tout contrôler. Tout se passe à Athènes. Les chars ont pris position devant le Parlement et autour du Palais Royal. Ensuite, des officiers supérieurs ont pris possession des bureaux administratifs de l'État, des télécommunications, ainsi que des postes de contrôle à l'aérodrome, au port du Pirée, à la radio et aux gares. En fait, le pays était complètement paralysé. Et vous n'avez pas eu peur d'un soulèvement populaire, de l'agitation de l'opposition? Nous avons procédé à des arrestations massives. C'est justement la deuxième partie du plan. Et je pense qu'à partir de là, la peur a pris le dessus sur les citoyens, la dictature était ainsi en marche. Quelles ont été vos actions concrètement? Finalement, la prise de pouvoir elle-même n'a fait que quelques morts. On a beaucoup joué sur la peur. Par exemple, un char pointe son canon sur des étudiants à Thessalonique, les banlieues rouges d'Athènes sont bouclées et l'armée y patrouille en tirant des rafales en l'air. Puis, dès le 21, commencent les rafles qui visent les anciens prisonniers de la guerre civile, dont les derniers ont été libérés 3 ans plus tôt. Tous ceux qui figuraient sur les listes de proscription ont été parqués dans les stades ou à l'hippodrome. Ils seront ensuite envoyés dans les camps de concentration, dans l'Attique, et ces camps sont peuplés seulement de rats, de serpents et de scorpions. Ah oui, on comprend mieux l'indignation des pays baltes. Que faisiez-vous dans ces camps de concentration? Tout d'abord, la torture était maintes courante. Les prisonniers subissaient des privations, étaient violés et soumis à des travaux forcés. Les pays baltes, justement, ils nous le reprocheront. Après avoir étudié nos camps via la Commission des droits de l'homme, ils seront très vite au courant de nos exactions. J'ai lu ce rapport. On y trouve des privations, des bastonnades, des travaux forcés dénués de sens, des viols, de l'électricité qui est utilisée pour de la torture. Torture d'ailleurs systématiquement pratiquée. Ah bah oui, c'était quand même assez violent. Pas moins de 6000 à 10 000 personnes subiront l'horreur de ces camps. Et tout cela m'amène à m'intéresser aux origines de la dictature. Pourquoi ce besoin de prendre le pouvoir? On a vu rouge. Vous voulez dire que Papandréou devenait menaçant? Papandréou était un centriste, un homme politique banal, me diriez-vous. Cependant, Papandréou avait deux défauts immenses pour nous. Premièrement, il était prêt à tendre la main à la gauche. Et deuxièmement, il n'aimait pas les militaires. On ne pouvait pas prendre le risque d'avoir des socialistes au pouvoir. Pourtant, dans un compte-rendu des USA, à aucun moment ils voient Papandréou comme un communiste, ni même un danger pour leur propre sécurité. Peut-être. En fait, il y avait un scandale qui a éclaté en 1965, où il se retrouve mêlé à l'affaire de l'Aspida, une conspiration menée par des officiers de gauche. On a donc vu rouge à la perspective des élections de mai 1967. On avait peur aussi d'une potentielle radicalité de Papandréou après la mort de Venizelos en 1964. Ah oui, 1964, donc c'est l'année même où Papandréou est élu. Mais qui était ce Venizelos? C'était une sorte de bras droit pour lui, qui le tempérait. À sa mort, on a vraiment cru qu'il allait se radicaliser. Pour expliquer la mise en place d'une dictature, on explique qu'elle est souvent liée au régime, à la tradition démocratique faible. Et est-ce que c'est votre cas? Je pense que oui, c'est un facteur que l'on peut attribuer à la vie politique grecque, surtout en fait après la guerre civile. Qu'est-ce qui change à ce moment-là? La guerre civile a fragilisé la vie politique du pays.
Pourtant, la Grèce a une longue tradition du parlementarisme. Oui, mais c'est pas vraiment ce qui est affecté. Qu'est-ce qui a changé alors? Eh bien, pendant la guerre civile, s'est mis en place des poches de pouvoir parallèles. Déjà à l'époque, les forces paramilitaires d'extrême droite se sont en fait ralliées à l'État pour faire face à la menace communiste et de l'EAM, c'est-à-dire le Front de libération grecque. Ce système de pouvoir parallèle a été maintenu par les différents gouvernements dans le cadre en fait de la recherche de la sécurité. Et ces organisations de sécurité paramilitaire, connotées idéologiquement, ont joué un rôle important dans le fonctionnement de la vie politique. J'imagine donc que les partisans de ce système, dont vous avez fait partie, sont isolés et craignent de voir leur monde disparaître avec Papandréou, et voient ainsi d'un mauvais œil les perspectives de libération des mœurs. Voilà, tout à fait. Votre combat contre Papandréou et le centre n'a-t-il pas débuté autrement que par le coup d'État? Alors là, je pense que vous faites certainement référence au complot du parastate, un terme utilisé par Papandréou lui-même. Alors, c'est exact. Y a-t-il, oui ou non, un parastate? Et vos élections de 1961 se sont-elles déroulées en toute régularité? Alors, s'agissant des élections, il y a eu, c'est vrai, des irrégularités. Cependant, la présence d'un parastate, c'est-à-dire d'un État dominé et entièrement soumis par un groupe invisible, n'est pas vraiment exacte. Qu'est-ce que vous entendez par irrégularité? Et de quelle manière, de quelle ampleur étaient ces fraudes? On peut commencer par dire que la fraude n'était pas généralisée. C'était en réalité, avec du recul, une fraude rendue possible par la pauvreté. Il est vrai que des gens ont voté 2 fois, les morts aussi votaient, et que l'électeur de gauche était menacé par des brigades territoriales dans les campagnes. Évidemment, on connaît aussi le général Vassiléos Kardamakis qui supprimait les votes destinés aux rouges avec l'aide de son service de sécurité. En venons désormais au point le plus complexe de l'affaire qui montre l'importance de la guerre froide dans le monde, et c'est bien sûr le poids des Américains dans la vie du régime. Allez-y, sur ce sujet, je dirai ce que je sais. Parlons du début. Les États-Unis étaient-ils au courant qu'un coup d'État allait être orchestré? Alors, premièrement, ils étaient conscients qu'il y avait un climat assez violent dans le pays. Andreas Papandréou s'était rendu à l'ambassade américaine à Athènes pour prévenir qu'une crise ou qu'un coup d'État était sur le point d'arriver si rien ne changeait. Cela dit, les personnes qui étaient suspectées de réaliser un coup, c'est-à-dire les généraux de haut rang ou le palace, c'est-à-dire la monarchie, n'avaient pas pour intention de réaliser un coup d'État. C'était un coup d'État qui est venu des officiers. Les Américains en fait avaient surestimé l'influence du roi sur l'armée. Et une fois la dictature en place, qu'ont-ils fait concrètement? Eh bien, ils ont commencé par rompre la MAP, c'est-à-dire le programme d'assistance militaire. Et en quoi consiste ce programme? C'est en fait une aide financière et militaire qui permettait à la Grèce d'obtenir des armements lourds tels que des chars, des avions ou des bateaux. Et donc les États-Unis arrêtent de vous financer. Et bien en fait pas vraiment, parce qu'à notre arrivée, ils annulent un contrat qui nous promettait 32 millions de dollars d'armement lourd, mais cela dit, ils nous font parvenir pour 29 millions de dollars de pièces de rechange. Donc les relations sont assez ambivalentes durant les 7 ans. Est-ce que vous vous êtes senti soutenu par les Américains? Il y a un soutien qui est indéniable. Si par moment notre régime pouvait se sentir oppressé à cause de la volonté américaine de voir en Grèce une certaine démocratisation du régime, l'aspect sécuritaire, c'est-à-dire l'importance de la Grèce pour l'OTAN, prend au fur et à mesure une importance telle qu'il devient impossible pour les USA de faire sans nous. C'est sûr qu'avec un port comme le vôtre et votre endroit stratégique, c'est difficile lorsqu'on veut faire la guerre de se passer de vous. C'est exact. Pendant la guerre des 6 jours, les Américains ont accosté en Grèce, notamment au port à Athènes. Ils sont ensuite restés plusieurs années. C'était au tout début du régime, en juin 1967. Ce sont même nous qui avons proposé aux Américains d'accoster. En conséquence, des militaires américains étaient logés autour d'Athènes, disant que notre régime en fait appréciait d'être perçu comme un allié américain. Mais du coup, pour être plus précis, y a-t-il eu la volonté de leur part de défendre le régime ou de le précipiter vers sa chute? Il y a manifestement eu une volonté de nous protéger dans l'espace public. Par exemple, les ambassadeurs américains Talbot ou encore Henri Tasca comprendront très vite que c'était mettre en danger la sécurité de la région que de vouloir oppresser le régime. Malgré tout, le Sénat américain nous le faisait comprendre, si nous leur étions bénéfiques à court terme, le fait qu'ils soutiennent une dictature leur porterait préjudice à long terme. Alors à terme, est-ce qu'ils coupent les ponts avec votre régime? Eh ben c'est nous les Grecs qui décidions de mettre un terme à l'assistance américaine. Après une reprise du programme d'assistance militaire en février 1972 sous l'administration Nixon, Papadopoulos mettra fin le 1er janvier 1973 à toute aide financière de la part des USA. En fait, il n'avait pas accepté que la Grèce puisse être reléguée au statut de Foreign Military Sales. Qu'est-ce que c'est que ce statut? Pour faire bref, en nous reléguant du statut de MAP au statut de FMS, ils avaient l'intention de nous faire davantage participer économiquement
en fait que l'on paye plus pour notre propre sécurité. Les aides financières étaient réduites, pour autant nous pouvions toujours acheter de l'armement chez eux. Pour finir cette interview, il faut évoquer la fin du régime, et mine de rien, les oppositions intérieures qui se sont faites sentir. Il y en a eu, oui, en effet. L'année 1973 a été remuante en Grèce. Plus haut, on parlait des mesures pour les ouvriers dès votre arrivée au régime. Mais en 73, on dirait bien que le vent tourne. Oui, en effet, parce qu'en réalité, les revenus ouvriers n'ont pas vraiment augmenté. Les grèves, qui étaient pourtant interdites, ont ressurgi en 1973. On peut aussi parler de la révolte de Polytechnique. Oui, la même année. En fait, comme les autres dictatures européennes, une jeunesse activiste était présente et très remuante. On a dû, du coup, mobiliser tout notre appareil répressif que l'on avait à disponibilité. N'est-ce pas le signe d'une baisse de popularité? C'est vrai qu'à ce moment-là, les populations ont commencé à s'intéresser aux revendications étudiantes, surtout à cause de la hausse des prix, comme le pain par exemple, qui avait augmenté de 5 grammes. Avec une inflation à 30%, la plus haute d'Europe, soit dit en passant, il est évident que cela pèse sur la population et sa consommation. Et à ce moment-là, vous ne disposiez plus de l'apathie de la population. Oui, en fait, ça a considérablement affaibli le régime, mais sans lui porter un coup fatal. On était sous pression, on a dû faire des concessions. D'ailleurs, dès juin 1974, on a fait proclamer une république par référendum. C'est ensuite avec Chypre, un mois après, que nous nous sommes brûlés les ailes. Et c'est ce qui signe la fin du régime. Oui, parce qu'on s'est mis à dos les Turcs. On était au bord de la guerre. C'est alors, en novembre 1974, devant un régime affaibli, qu'une nouvelle junte prend le pouvoir et renverse Papadopoulos, et il est ensuite terminé du régime et des 7 années de dictature. Cette même junte qui permettra d'organiser d'une part le retour de Karamanlis, puis d'organiser l'élection qui aura lieu le 17 novembre et qui sera remportée par le parti Nouvelle Démocratie, le parti de Karamanlis. Il remportera d'ailleurs 220 sièges sur 300. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi la fin de la monarchie, du coup, parce que les Grecs votent par référendum à 69% contre le retour d'une monarchie. C'est donc ainsi que s'achève votre junte et votre vie politique, puisque vous allez être emprisonné peu de temps après. C'est exact, c'est ça.